Et avec votre nouvel invité sur Europe 1, Franck, il s'agit de Philippe de Villiers, créateur et scénariste du Puy du Fou et auteur du roman de Charette chez Albin Michel. Bonjour Philippe de Villiers. Bonjour. Il y a deux personnalités célèbres en Vendée, c'est vous et Charette en quelque sorte. Et là, ce qui est amusant, c'est que dans un même livre, on a les deux puisque c'est vous qui racontez l'histoire de Charette. Et alors, on peut dire que l'identification va loin puisque vous racontez cette histoire à la première personne du singulier. Vous dites « je », mais le « je » en question, c'est Charette. Ce sont les mémoires de Charette, en quelque sorte. Exactement. Des mémoires qui n'existent pas, puisque le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a très peu de documents venant de lui. Quasiment pas de courrier, pas de journal et pas de mémoire. Il y a une phrase, quand j'écoutais Alain Gérard, je pensais à la phrase de Merlin de Thionville, qui assistait au pardon de Bonchamp et qui, pour calmer les conventionnels, leur a écrit ceci, que je mets en exergue de mon livre, le roman de Charette. « Les brigands n'ont pas le temps d'écrire, tout cela s'oubliera. » Comme tant d'autres choses. Tout cela s'oubliera comme tant d'autres choses, et en fait, c'est pas du tout ce qui s'est passé, puisque on se rend compte que plus de 2 siècles plus tard, la mémoire de toute cette guerre de Vendée est extrêmement vive. Elle est très présente encore partout en Vendée, et à l'occasion de l'émission de radio que nous avions faite l'année dernière, et surtout de l'émission de télévision qui a suivi, j'ai pu mesurer à quel point la blessure était encore à vif, d'ailleurs. C'est assez extraordinaire. Alors, ce qui est remarquable, notamment dans votre ouvrage, c'est toute la longue partie que vous consacrez, eh bien, j'allais dire à la jeunesse, mais c'est plus que ça, à toute une grande partie de la vie de Charette, car très jeune, cet homme-là devient marin. Avant d'être marin, quand même, il faut peut-être dire un mot de ses origines. Oui, alors, j'ai écrit le roman de Charette. Mais en fait, c'est une histoire vraie. C'est la vie de Charette qui est un roman. Oui. Et c'est l'histoire d'un héros de la guerre d'Amérique qui prépare un héros de la guerre de Vendée qui va sauver l'honneur de l'innocence face à la terreur. Alors l'histoire de Charette, c'est simple. C'était un petit breton, souffreteux, déclaré par un chirurgien-major du bord d'une complexion délicate, inapte à la mer, inapte à la guerre, qui va entrer à 16 ans à l'école des gardes marines de Brest, où il va d'ailleurs côtoyer Chateaubriand, Lascaz et tant d'autres noms célèbres. Et là, il va chercher à dominer, vaincre sa peur, le mal de mer, le mal de Siam, la peste des mers, le scorbut. Il va C'était pas facile la vie de marin de l'époque. Il va affronter les mutineries, le naufrage sur son bateau qui va s'échouer dans l'Énorne à Landerneau. Oui. Puis il va côtoyer pendant la guerre d'Amérique les plus grands, la Pérouse, Bougainville, la Maude-Piquet. Il va être promu au mérite lieutenant de vaisseau à 24 ans, alors qu'on était toujours à plus de 30 ans. Donc au mérite, c'est exceptionnel. Il s'est comporté de manière exceptionnelle. Puis ensuite, il part. On est en quelle année quand il est lieutenant de vaisseau là? En 1787. C'est ça, hein, c'est juste avant la Révolution. Il est né en 1763. Et donc, il a 24 ans. Et là, il pense que tout est fini, c'est la paix. Il repart vers Riga, Saint-Pétersbourg pour aller chercher des mâts de bateau. Puis, il est affecté chez ce qu'il appelle les marins d'eau douce, la marine du Levant. Et là, il se bat contre les barbaresques du côté d'Alger, puis il va jusqu'à la Sublime Porte. Il a à connaître du conflit entre les Turcs, entre les Ottomans et les Grecs, entre les Ottomans et les Russes. Et quand il débarque à Toulon, on lui arrache sa cocarde, la cocarde noire, la cocarde de la marine royale. Il comprend pas parce qu'il dit « mais moi je me suis battu pour la liberté ». Et là, il quitte la marine royale. Il pense que sa vie est finie. On est donc là en 90. On est en novembre 1790. Pendant 3 ans, il va passer son temps à s'occuper de son domaine à la Fonte-Close en Vendée, domaine qui appartient à son épouse. Il s'est marié en 1790. Oui, parlons-en de son épouse, parce que c'est quand même pas une épouse banale. J'allais dire, elle a le double de son âge, c'est un peu excessif, mais enfin, quand il l'épouse, elle pourrait presque être sa mère, quand même. C'est étonnant. C'est-à-dire qu'il la rencontre dans une soirée nantaise. Il danse avec la fille, qui est magnifique. La mère s'approche. Il sent le grappin, comme disent les marins, sur l'épaule droite. Et il entend la mère qui dit « Ma fille est trop jeune pour se marier. Et moi, je ne suis pas assez âgé pour y renoncer. » Donc, il épouse la mère. Il découvre assez vite. Pourquoi l'épouse-t-il? Vous avez Parce que votre Marianne, point de sa vue, sœur, vous. lui dit, Oui, voilà. il demande qu'est-ce que je vais faire maintenant, et il dit, marie-toi.
Et comme les marins n'ont aucun bien, hein, Chateaubriand explique ça très bien dans les Mémoires d'outre-tombe, eh bien, il fait une faim. Il se trouve que ça pose un problème très vite parce que sa femme est veuve d'un premier mari. Toute la famille, en fait, la double famille, donne dans la Révolution, comme on dit à l'époque, dans les idées nouvelles. Et donc Charette se retrouve avec des beaux-frères qui sont comme Boursier, etc., qui ont coupé leur nom en deux et ils considèrent que c'est large de leur part. Et donc ça se passe assez mal, assez vite. Ils quittent la rue Basse, près du château à Nantes, pour venir s'installer à la Fonte-Close. Et là, ils pensent que c'est fini. On est en 1790. Et en fait, dans la pratique, pour lui, quasiment rien n'est commencé. Un dernier mot sur l'épouse de Charette. On connaît cette anecdote de l'empereur Napoléon qui vient en visite en Vendée. On lui présente Madame de Charette, mais qui, évidemment, s'étant remariée, porte un autre nom. Et l'empereur la toise de toute sa hauteur en lui disant « Madame, quand on a la chance de porter le nom d'un héros, on le garde. » Et Napoléon qui dit à Lascaz, compagnon de chambre et de Charette, qui dit « Ah, il était indolent », et l'autre lui dit « Attendez, j'en ai connu un indolent, un dormeur comme Charette, c'était Kléber. Ces gens-là, on le réveille des lions. » Et il dit « J'aurais voulu l'avoir à mes côtés. C'était un grand caractère. » Franck Ferrand, toujours en compagnie sur Europe 1 de Philippe de Villiers, qui nous parle du chef vendéen Charette. Alors évidemment, si Charette a épousé une femme nettement plus âgée que lui, il n'a pas pour autant renoncé aux femmes. Il faut en dire un mot. Et d'ailleurs, elles sont très présentes dans votre livre, les femmes, Philippe de Villiers. Oui, alors on a beaucoup parlé des Amazones de Charette. C'est ça. Il a eu autour de lui beaucoup d'Amazones. Il dit à un moment donné, elles ne me lâcheront pas parce qu'elles sont plus courageuses que les hommes. Et d'ailleurs, à la fin, il reste presque autant d'Amazones que d'hommes avant son arrestation. Alors parmi ces Amazones, il y a des femmes exceptionnelles comme Adélaïde de la Rochefoucauld, qui sera fusillée au Sable d'Olonne, dont le mari est parti en émigration et qui d'ailleurs envoie à Charette une quenouille. C'était la coutume à l'époque. Une quenouille, ça veut dire vous êtes une femmelette. Vous devez partir en émigration. Et Charette dit en quelque sorte, on n'emporte pas la patrie à la semelle de ses souliers. Et donc il va en émigration, rejoindre l'amiral d'Hector, qui est un ami de sa famille, et puis il revient parce qu'il dit non, c'est là qu'est le combat. Et puis il y avait aussi une femme exceptionnelle qui était la femme d'un officier irlandais, William Bulkeley. Sa femme s'appelait Céleste et Charette l'appelle l'Irlandaise. Et Charette aime Vivaldi parce que sa famille est d'origine italienne. Il aime la danse, il aime les mouchoirs des Indes et il ne déteste pas de veiller à son élégance. Ce qui me frappe chez Charette, c'est le panache. Ah ça oui. Le panache parce qu'il le porte sur lui, avec lui, cette grande plume blanche. On se demande pourquoi d'ailleurs il a toujours cette plume. C'est une tradition de la marine royale. L'officier de marine n'abdique pas l'honneur d'être une cible et il le porte en lui parce qu'il ne faut quand même pas oublier qu'il demande une faveur au général Travot au moment d'être fusillé sur la place des agriculteurs à Nantes. Cette faveur, c'est « je veux moi-même pouvoir commander le feu du peloton d'exécution ». Et c'est lui son propre cœur. Et il désigne son cœur, il dit « frappez là, c'est là qu'on frappe un brave ». Alors on parle beaucoup de marine et de marins dans cette affaire, on parle de la guerre d'Amérique, on parle de la guerre russo-turque en Méditerranée, et la Vendée dans tout ça. On a l'impression que ça vient tard finalement dans son destin. C'est simple, il naît en 1763, à 16 ans il est garde-marine, 1779. Il quitte la marine en 90, donc oui, vous voyez l'épaisseur du temps. Voilà, bien sûr. Et là, en fait, il est immergé dans le monde de la guerre d'Amérique, puis dans le monde russo-turc, la Méditerranée, la mer du Nord, puis il y a un no man's land de 3 ans. Ce no man's land, il est très peu documenté, il faut le dire. Hein. Donc vous n'avez pas dû avoir toujours la tâche facile pour reconstituer ce qu'il faisait, ce qu'il pouvait avoir à dire, car on a peu de documents sur lui avant qu'il ne devienne le chef, évidemment, dont nous parlait. Alors c'est important. Dont nous parlait tout à l'heure Alain Gérard. J'ai voulu faire ce travail, pourquoi ? Parce que de la même manière que le Charette marin prépare le Charette terrien, le stratège, le tacticien, l'homme qui aime la liberté,
qui se bat pour la liberté du peuple américain, qui va se battre pour la liberté du peuple vendéen. Mais cette période-là, de 3 ans, va lui permettre, en allant chasser, en allant dans son amenage de ferme en ferme, de découvrir le territoire, de connaître un peu mieux ce que sont les chemins creux et surtout ce qu'est le marais. Et ça va expliquer justement ces incroyables tactiques d'une audace folle de plus tard. En fait, c'est qu'il le connaît par cœur, ce paysage-là. Ce que vous disiez à ce micro tout à l'heure, Alain Gérard, à propos de la guerre d'embuscade, la guerre de Buisson, en fait, Charette la prépare de loin. Quand il est marin, il assiste à l'Académie de marine à Brest, aux controverses entre Guichen, le tenant de la ligne classique, la ligne de fil, c'est-à-dire la bataille rangée en mer, vaisseau contre vaisseau, et les tenants de la nouvelle ligne, la rupture avec Suffren. Lui, il choisit Suffren, et un soir, il dit à ses amis, est-ce qu'on n'est pas en train de commettre une grande erreur parce qu'on applique le petit manuel militaire, tous les officiers de la guerre de Vendée. Regardez ce qui nous est arrivé à Nantes. On a été battus parce qu'on a voulu faire une bataille rangée. On ne peut pas lutter avec des bâtons contre des canons. Il n'y a qu'une solution, c'est la pêche à la bouteille. La pêche à la bouteille, ça veut dire il faut les amener depuis les grandes routes, les grands chemins, dans les chemins creux, et là on leur tombe dessus. Et cette guerre d'embuscade, il l'a théorisée en quelque sorte, et c'est ce qui lui a permis, contrairement aux autres, de durer si longtemps. Pourquoi n'a-t-il pas été victime, lui, de ces colonnes infernales et de l'incroyable répression des Bleus ? Tout simplement parce que il avait le don d'ubiquité en quelque sorte. C'est-à-dire, on le croyait à Gralard, il était à Châlons, et il utilisait toutes sortes de subterfuges, dont un que je raconte dans mon livre, c'est les Ningles, la guerre des Ningles. Les Ningles, c'était des grandes perches qui permettaient de sauter au-dessus des fossés, dans les marais salants. Et donc, il utilisait tout ce genre d'armes pour sauter par-dessus les bivouacs des Bleus, et il était littéralement imprenable. Parce qu'il avait compris que c'était d'ailleurs son surnom, l'imprenable. L'imprenable, oui, absolument. Et à tel point que Traout disait ne laissez pas respirer votre proie. Et il avait compris que dans une guerre où il y avait des intermittents d'un côté qui partaient à la belle saison pour leur récolte ou dans leurs vignes au Loroux, etc., face à des soldats professionnels, oui. Il fallait faire ce que faisait Suffren à la Praia, c'est-à-dire crocher dedans, arriver par surprise et repartir en s'enfuyant. Après l'accalmie du printemps 95, il est quand même un de ceux qui vont remettre le feu aux poudres. C'est pas qu'il a remis le feu aux poudres, c'est que il a conclu la paix avec un dénommé Ruel au nom de la Convention. Lui, avec sa naïveté, sa candeur d'officier, il a cru ses interlocuteurs qui lui ont dit il y a une clause secrète. On va faire une principauté en Vendée qui sera la principauté de Belleville, qui sera érigée en un corps de nation. Vous aurez votre police et on vous remettra le petit enfant roi. Parce que Charette se dit, s'il n'y a pas l'enfant roi, s'il n'y a pas le monarque, il n'y aura pas la liberté du culte. Le cadre protège la liberté du culte. S'il n'y a pas le cadre, il n'y aura pas la liberté du culte. Et donc, il attend l'enfant roi, il prépare même le palais royal. C'est ainsi qu'il s'appelle, il existe encore aujourd'hui en Vendée à Belleville. Et puis en juin 95, il apprend que l'enfant aurait été empoisonné. Et donc là, il envoie une adresse vibrante qu'il fait afficher dans toutes les paroisses de Vendée, sur tous les murs, en disant « j'ai été trompé, j'ai été trahi, maintenant on va jusqu'au bout ». Et il reprend le serment de Fontclose qu'il a fait lorsqu'il a entraîné les paysans à leur demande à sa suite, en acceptant de les commander à contre-cœur, et en défilant devant un ormeau où il a mis un bout de son lit, un bout de drap blanc pour symboliser le drapeau blanc, et il leur renouvelle le serment de Fontclose « Je ne reviendrai chez moi que mort ou victorieux ».
Et en l'occurrence, il finira par se faire arrêter, donc on est plus tard, au début de l'année 96. C'est ce que je racontais tout à l'heure, ce sont les derniers moments. Et dans votre livre, ça donne cette arrestation très dramatique. Il y eut un temps d'arrêt, dit-il, regard d'estime de 2 soldats. Travaux est ému, il s'incline. Et dans une sorte d'aparté qu'il me fait partager, il pose sa main sur mon épaule douloureuse, la retire empourprée de mon sang, sort son mouchoir et soupire en s'approchant de mon visage. Que d'héroïsme perdu. Non, monsieur, rien ne se perd jamais. Merci beaucoup à tous les deux. Merci Philippe de Villiers. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le roman de Charette, tout simplement aux éditions Albin Michel. Et puis je renvoie nos auditeurs à tous les ouvrages d'Alain Gérard sur la Vendée, ouvrages qui ont souvent été couronnés par l'Académie française et par l'Académie des sciences morales et politiques. Merci à vous deux.